Le territoire du Wyoming en 1882 n'était pas un endroit pour la clémence. L'hiver arrivait comme un prédateur, engloutissant quiconque serait assez imprudent pour croire qu'on pourrait survivre uniquement avec de la gentillesse. Les gens intelligents barraient leurs portes lorsque les tempêtes frappaient et attendaient le printemps pour se rappeler ce qu'était la chaleur. Mais parfois, dans les ténèbres hurlantes d'un blizzard qui promettait la mort, vous entendez quelque chose qui change tout. Un cri qui vous glace le sang. Pas à cause du froid, mais à cause de la terrible reconnaissance que quelque part là-dehors, quelqu'un meurt seul. Martha Caldwell se préparait pour le pire blizzard en 20 ans lorsqu'elle l'a entendu. Un son qui ne faisait pas partie de la tempête. Pas le craquement du bois ou le gémissement de sa grange, mais quelque chose d'humain, quelque chose de désespéré, quelque chose qui la hanterait à jamais si elle choisissait de l'ignorer. Imaginez cela, une veuve seule sur 40 acres de terre dans le Wyoming. 2 ans passés depuis que le mari qui l'avait aidé à revendiquer cette terre est mort. Martha avait appris à lire le ciel comme un texte sacré pour reconnaître la différence entre une tempête qui passerait et une autre qui tuerait. Celle-ci portait la mort dans chaque nuage. Elle aurait pu rester à l'intérieur, elle aurait dû. Chaque instinct de survie lui criait de barrer la porte et d'attendre le matin. Mais ce cri, ce hurlement désespéré coupant à travers le chaos, semblait être l'espoir mourant dans l'obscurité. Ce qu'elle trouva dans ce blizzard mettrait à l'épreuve toutes les suppositions que sa communauté avait sur ceux qui méritaient d'être sauvés et ceux qui méritaient l'amour. Parce que le paquet qu'elle tira de la congère de neige n'était pas juste un enfant mourant. C'était un bébé Lakota enveloppé dans des couvertures traditionnelles portant les symboles sacrés d'un peuple que ses voisins avaient appris à craindre. Le territoire du Wyoming en 1882 n'était pas un endroit pour la clémence. L'hiver arrivait comme un prédateur, engloutissant quiconque serait assez imprudent pour croire qu'on pourrait survivre uniquement avec de la gentillesse. Les gens intelligents barraient leurs portes lorsque les tempêtes frappaient et attendaient le printemps pour se rappeler ce qu'était la chaleur. Mais parfois, dans les ténèbres hurlantes d'un blizzard qui promettait la mort, vous entendez quelque chose qui change tout. Un cri qui vous glace le sang. Pas à cause du froid, mais à cause de la terrible reconnaissance que quelque part là-dehors, quelqu'un meurt seul. Martha Caldwell se préparait pour le pire blizzard en 20 ans lorsqu'elle l'a entendu. Un son qui ne faisait pas partie de la tempête. Pas le craquement du bois ou le gémissement de sa grange, mais quelque chose d'humain, quelque chose de désespéré, quelque chose qui la hanterait à jamais si elle choisissait de l'ignorer. Imaginez cela, une veuve seule sur 40 acres de terre dans le Wyoming. 2 ans passés depuis que le mari qui l'avait aidé à revendiquer cette terre est mort. Martha avait appris à lire le ciel comme un texte sacré pour reconnaître la différence entre une tempête qui passerait et une autre qui tuerait. Celle-ci portait la mort dans chaque nuage. Elle aurait pu rester à l'intérieur, elle aurait dû. Chaque instinct de survie lui criait de barrer la porte et d'attendre le matin. Mais ce cri, ce hurlement désespéré coupant à travers le chaos, semblait être l'espoir mourant dans l'obscurité. Ce qu'elle trouva dans ce blizzard mettrait à l'épreuve toutes les suppositions que sa communauté avait sur ceux qui méritaient d'être sauvés et ceux qui méritaient l'amour. Parce que le paquet qu'elle tira de la congère de neige n'était pas juste. Un enfant mourant. C'était un bébé Lakota enveloppé dans des couvertures traditionnelles portant les symboles sacrés d'un peuple que ses voisins avaient appris à craindre. C'est l'histoire de Winter Rose, l'enfant qui aurait dû mourir mais qui ne l'a pas fait. De Martha Caldwell, la femme qui pensait que ses jours de maternité étaient derrière elle. D'un blizzard qui devint un pont entre des communautés en guerre depuis des générations. Vous êtes sur le point de découvrir comment un acte de compassion résonna à travers le territoire du Wyoming, obligeant chacun à remettre en question ce qu'il pensait savoir sur la famille, la loyauté, le prix de faire ce qui est juste, même quand tout le monde vous regarde. Martha n'avait aucune idée que se précipiter dans cette tempête la placerait au centre d'une controverse atteignant même Washington. Elle ne savait pas qu'épargner la vie d'un bébé testerait les liens communautaires, défierait la politique fédérale et prouverait que parfois, la force la plus puissante au monde est simplement de refuser de laisser quelqu'un mourir seul. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à quelque part dans les ténèbres, un enfant criait. Et Martha Caldwell n'avait jamais été du genre à ignorer un appel à l'aide, peu importe ce que cela pourrait lui coûter pour y répondre. La tempête approchait, le choix était là, et tout allait changer. Le vent hurlait à travers le territoire du Wyoming comme toute la fureur du ciel déchaîné sur la terre.
Martha Caldwell appuyait son épaule contre la porte de la cabane qu'elle venait de barricader, écoutant la tempête griffer ses volets avec des doigts faits de glace et de rage. La neige volait à travers l'air si épais qu'elle effaçait le monde au-delà de ses fenêtres, transformant les repères familiers en suggestions fantomatiques. Elle avait vécu assez d'hivers en frontière pour reconnaître les signes d'une tempête meurtrière. La façon dont la température chutait de 20 degrés en une heure, comment l'air avait un goût de métal et de danger. Le silence particulier qui s'était installé dans la vallée quand tous les êtres vivants censés étaient rentrés à l'abri. Ce n'était pas seulement du mauvais temps. C'était la manière de la nature de rappeler aux humains combien ils étaient petits. Martha se déplaçait dans sa cabane avec une efficacité éprouvée, vérifiant les provisions qui devraient durer jusqu'à ce que la neige fonde suffisamment pour qu'elle puisse voyager. La maison qu'elle avait construite avec Thomas se trouvait sur 40 acres de terre qu'ils avaient revendiqués quand l'espoir était encore un luxe qu'ils pouvaient se permettre. 2 ans s'étaient écoulés depuis que la coulée de pierre l'avait pris, et Martha avait appris les leçons sévères qui séparaient les vivants des imprudents dans cette terre impitoyable. La cabane était faite pour résister à l'enfer lui-même. De lourds murs de bois calfeutrés avec de la boue et de la mousse. Une cheminée en pierre que Thomas avait construite de ses propres mains, conçue pour chauffer chaque coin de leur petit sanctuaire. Des fenêtres placées pour maximiser la lumière tout en minimisant les pertes de chaleur. Tout était calculé pour survivre lorsque le monde extérieur essayait de vous tuer. Martha venait juste de terminer ses préparatifs lorsqu'elle l'a entendu. Un son qui la fit figer, les mains toujours sur le pichet d'eau. Faible au début, à peine audible au-dessus du rugissement de la tempête, mais incontestablement humain. Un cri, faible, désespéré, devenant de plus en plus lointain même lorsqu'elle s'efforça de l'entendre à nouveau. Elle colla son oreille contre la porte, retenant son souffle. De nouveau, là, plus proche cette fois, mais plus faible. Il y avait quelque chose là dehors, dans la tempête. Quelque chose de vivant, quelque chose qui mourait. Tous les instincts de survie lui criaient de rester à l'intérieur. La tempête tuerait toute chose exposée en quelques minutes. Ce qui était là dehors était probablement déjà mort, et elle risquait sa vie pour rien. Le plus intelligent aurait été d'attendre le matin et d'enterrer ce que la tempête laisserait derrière elle. Mais ce cri, ce n'était pas le son d'un adulte pris dans le mauvais temps. C'était plus petit, plus haut, plus fragile. Le son de quelque chose qui n'avait jamais eu une chance face à la cruauté du monde. La main de Martha se posa sur le loquet de la porte avant que son esprit ait totalement décidé. Elle s'enroula dans le manteau en buffle de Thomas, tira son chapeau en laine sur ses oreilles, et attrapa la corde qu'elle gardait enroulée près de la porte pour ce genre d'urgence. Elle attacha une extrémité au solide poteau de chêne qui soutenait son toit, sachant qu'elle avait peut-être 3 minutes avant que le froid ne tue sa capacité à fonctionner. L'instant où elle ouvrit la porte, la tempête tenta de la tuer. Le vent la frappa comme un coup physique, soufflant la neige dans ses yeux et sa bouche, lui volant son souffle. Le froid était si intense que cela ressemblait à un coup de fer rouge. Elle ne pouvait à peine voir ses propres pieds, encore moins se repérer avec des repères qui avaient disparu dans ce chaos blanc. Mais elle entendait encore ce cri, plus faible maintenant, venant de quelque part près du bosquet de pins qui marquait le bord et de sa propriété. Martha suivit le son comme une bouée de sauvetage. Une main serrant la corde, l'autre protégeant son visage du vent coupant. À 15 pas de sa porte, elle la trouva, un paquet de tissu à moitié enfoui dans une congère de neige si petite qu'elle faillit presque la manquer. Mais lorsqu'elle se pencha à côté, en balayant la neige qui s'accumulait, son cœur faillit s'arrêter. Un bébé, pas plus vieux que quelques mois, enveloppé dans ce qui avait autrefois été une belle couverture tissée de motifs qu'elle reconnaissait, mais qu'elle n'aurait jamais cru voir aussi près de chez elle. Des dessins Lakota, des symboles traditionnels brodés avec des fils rouges et bleus, maintenant figés, rigides de glace et de neige. Les lèvres du bébé étaient bleues, sa respiration si faible que Martha dut poser son oreille sur sa petite poitrine pour confirmer qu'il y avait encore un battement de vie à l'intérieur. Une fille, se rendit-elle compte, avec des cheveux noirs qui auraient été magnifiques s'ils n'étaient pas gelés, recouverts de neige et de sang provenant d'une coupure superficielle sur son cuir chevelu. Martha n'hésita pas, elle enveloppa le bébé dans le manteau de Thomas, repliant l'enfant contre sa propre chaleur corporelle, et suivit sa corde de retour vers la cabane. La tempête combattait chaque pas comme si la nature elle-même s'opposait à cet acte de défiance envers son jugement.
À l'intérieur, Martha travailla avec une efficacité désespérée. Elle raviva le feu jusqu'à ce qu'il rugisse, remplissant son bassin d'eau chaude, et commença le processus délicat de ramener un enfant mourant de la frontière de la mort. La peau du bébé était marbrée de bleu et de blanc, sa respiration à peine perceptible, mais il y avait encore un petit battement de pouce sous les doigts de Martha lorsqu'elle les posa sur sa petite gorge. « Allez, petite » murmura Martha, frottant doucement les membres du bébé pour restaurer la circulation. « Ne m'abandonne pas maintenant. » Les yeux du bébé s'ouvrirent, noirs, alerte malgré son état, rempli d'une conscience qui semblait trop âgée pour quelqu'un d'aussi jeune. Elle fixa Martha pendant un long moment, comme si elle prenait la mesure de cette étrangère qui l'avait tirée de la porte de la mort. Puis, elle se mit à pleurer. Pas le petit miaulement faible que Martha avait entendu à travers la tempête, mais un cri fort et sain qui remplit la cabane de vie. Martha sentit des larmes qu'elle n'avait pas attendu glisser sur ses joues alors qu'elle berçait l'enfant, offrant du réconfort à quelqu'un qui n'avait aucune raison de faire confiance à un visage blanc. Lorsque l'enfant se calma dans les bras de Martha, acceptant la chaleur et la sécurité qu'on lui offrait, Martha remarqua le collier autour du petit cou. Un petit médaillon sculpté dans de l'os, suspendu à un fil de cuir, portant des symboles qui marquaient cet enfant comme quelqu'un d'important. Pas n'importe quel bébé Lakota, mais un enfant dont la famille serait en train de la chercher. Martha regarda la tempête qui faisait encore rage au-delà de ses murs et fit un calcul qui aurait semblé impossible une heure plus tôt. Quoique cet enfant ait vécu pour se retrouver seul dans ce blizzard, qu'il s'agisse d'une attaque, d'un accident ou de quelque chose de pire, l'enfant était en vie maintenant, et Martha allait la garder en vie. « Tu es en sécurité maintenant » chuchota-t-elle dans les cheveux doux et noirs. « Quoi qu'il se soit passé là-dehors, tu es en sécurité ici. » Le bébé fit un petit bruit, ni un coup, ni un soupir, et enroula ses petits doigts autour du pouce de Martha avec une force surprenante. À cet instant, Martha ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu avec Thomas, cette protectivité féroce de quelqu'un responsable de garder une vie en sécurité et au chaud. Dehors, le vent continuait de hurler, mais à l'intérieur, deux âmes de mondes différents s'étaient trouvées dans l'espace entre un battement de cœur et l'autre. La tempête faisait rage, indifférente au petit miracle qui se produisait dans une cabane qui avait été trop silencieuse depuis trop longtemps. Martha n'avait aucune façon de savoir que ce moment résonnerait à travers le territoire du Wyoming d'une manière qui mettrait à l'épreuve toutes les hypothèses sur qui mérite de vivre, qui mérite d'être aimé, et qui mérite d'être appelé famille. Tout ce qu'elle savait, c'était que la cabane se sentait à nouveau vivante de façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis que Thomas était mort, et que tenir cet enfant comblait des espaces dans son cœur qu'elle croyait scellés à jamais. Le bébé dormit, et Martha veilla sur elle, et dehors, la tempête continuait son assaut contre un monde qui venait de devenir infiniment plus compliqué et infiniment plus précieux. L'aube arriva lentement sur le territoire du Wyoming, filtré par des nuages qui promettaient encore plus de neige avant la fin de la journée. Martha n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit dans le fauteuil à bascule que Thomas lui avait fabriqué lors de leur premier hiver, observant le bébé respirer, écoutant la tempête s'épuiser progressivement contre les murs de sa cabane. L'enfant qu'elle avait commencé à appeler Rose, bien qu'elle sache que ce ne soit pas son vrai nom, s'était montrée plus forte que ce que son apparence laissait supposer. Après ce premier cri qui avait rempli la cabane de vie, elle s'était installée dans le rythme d'un bébé en bonne santé, dormant profondément, se réveillant pour manger le lait doux et chaud que Martha lui avait soigneusement donné, la regardant avec ses yeux sombres et alertes. À la lumière grise de l'aube, Martha observa l'enfant qu'elle avait tiré de la frontière de la mort. Rose avait environ 3 ou 4 mois, avec les joues potelées et la prise forte d'un bébé qui avait été bien soigné avant le désastre qui l'avait laissé seul dans un blizzard. Ses cheveux étaient noirs comme du charbon et fins comme de la soie, et lorsqu'elle était éveillée, elle suivait les mouvements. Avec l'attention concentrée de quelqu'un qui apprenait déjà à lire le monde. La couverture racontait sa propre histoire. Même après avoir été trempée et gelée, Martha pouvait voir la qualité du tissage, la disposition soignée des symboles qui n'étaient pas seulement décoratifs, mais significatifs. Ce n'était pas l'œuvre de gens désespérés qui faisaient avec ce qu'ils avaient. C'était le produit d'une culture qui avait fierté de créer de belles choses pour leurs enfants, ce qui rendait encore plus énigmatique et inquiétant la présence de Rose ici. Les parents Lakota ne perdaient pas leurs enfants.
Les communautés Lakota ne permettaient pas que les enfants se retrouvent dans des blizzards seuls. Quelque chose de terrible était arrivé pour séparer cet enfant de sa famille. Martha se leva du fauteuil à bascule, prenant soin de ne pas déranger Rose qui dormait, et se dirigea vers la fenêtre. Elle ouvrit légèrement un des volets et regarda le monde transformé. La tempête avait laissé derrière elle près de 3 pieds de neige fraîche, sculptée par le vent en congère qui atteignait la moitié des poteaux de sa clôture. Tout était calme, non seulement silencieux, mais profondément, presque surnaturellement calme. Mais ce calme semblait différent, expectant, comme la pause entre la foudre et le tonnerre. Martha referma le volet quand elle les aperçut. Des traces dans la neige, mais pas des traces d'animaux. Elle connaissait bien les empreintes de cerfs et d'élan. Celles-ci étaient faites par des chevaux et par des gens qui savaient se déplacer discrètement, même à travers une neige profonde. Elle menait depuis le bois jusqu'à un point à environ 50 mètres de sa cabane où elle semblait tourner en rond et s'arrêter avant de repartir dans la forêt. Quelqu'un était venu pendant la nuit. Quelqu'un était approché suffisamment pour voir sa cabane, pour noter la fumée de sa cheminée, pour observer les détails qu'on pouvait discerner dans l'obscurité. Puis, il s'était retiré sans tenter de se faire connaître. Le cœur de Martha se mit à battre plus vite, mais pas par peur, plutôt par reconnaissance. Les gens de Roe étaient à sa recherche. Ils avaient suivi une piste à travers l'un des pires blizzards de mémoire, et ils avaient trouvé l'endroit où leur enfant disparu s'était abrité, mais ils n'avaient pas exigé son retour. Ils avaient simplement observé et attendu, laissant des traces de leur présence comme une carte de visite. Martha retourna à sa chaise, soulevant délicatement Rose alors qu'elle commençait à s'agiter. « Tes gens sont venus te chercher ?» lui murmura-t-elle dans les cheveux sombres. « Ils savent que tu es en sécurité. » Rose ouvrit les yeux et sembla étudier le visage de Martha avec plus d'intensité, comme si elle comprenait mieux que n'importe quel bébé de 3 mois. Elle fit un petit bruit et enroula ses petits doigts autour du pouce de Martha avec une force surprenante. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire, » continua Martha, trouvant du réconfort en parlant de ses peurs à quelqu'un qui ne pouvait pas la juger. « Je ne sais pas si on attend de moi que je t'amène à eux ou si je devrais les attendre ici. » La vérité était que Martha n'était pas sûre d'être prête à rendre Rose. En moins de 12 heures, cet enfant étrange avait comblé des espaces dans son cœur qu'elle croyait définitivement scellés. Mais cet enfant avait une famille, une culture, un destin qui n'avait rien à voir avec les besoins d'une veuve solitaire. L'après-midi passa en silence. Martha nourrissait Rose à nouveau, changeait la couche improvisée qu'elle avait fabriquée avec du flanelle doux, et lui parlait de tout et de rien. Elle lui raconta Thomas, les rêves qu'ils avaient partagés pour cette terre, les enfants qu'ils avaient prévus d'élever ici avant que les montagnes n'en décident autrement. Vers midi, Martha entendit ce qu'elle avait à la fois anticipé et redouté. Le bruit de sabots, des chevaux se déplaçant à un rythme régulier, mais pas précipité, s'approchant avec la confiance de gens qui avaient tout à fait le droit d'être là où ils allaient. Martha se rendit à la fenêtre et les aperçut clairement cette fois. 5 cavaliers, se déplaçant en formation, ce qui témoignait d'une discipline militaire et d'un objectif commun. Ils étaient vêtus pour un voyage d'hiver, avec des manteaux lourds et des bottes doublées. Mais Martha pouvait voir suffisamment de détails pour reconnaître des vêtements d'hiver Lakota. Le chef chevauchait un cheval pie dont la respiration se condensait dans l'air froid. Ils s'arrêtèrent au même endroit où les traces de la veille s'étaient arrêtées. Le leader descendit de cheval et s'avança jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour parler sans crier, mais encore assez loin pour montrer qu'il ne représentait pas une menace immédiate. « Femme de la cabane » appela-t-il dans un anglais accentué mais clair. « Nous voudrions vous parler. » La bouche de Martha se dessécha, mais elle se força à bouger lentement, restant calme. Elle enveloppa Rose dans la couverture la plus chaude qu'elle put trouver, vérifia que son fusil était bien chargé et à portée de main, puis ouvrit la porte de sa maison. « Je vous écoute » répondit-elle, en sortant sur le petit porche, tout en gardant la porte ouverte derrière elle comme une issue éventuelle. L'homme qui avait parlé semblait plus âgé qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être dans les 50 ans, avec des cheveux grisonnants et un visage marqué par des décennies passées à vivre dehors. Ses yeux étaient perçants et intelligents, et lorsqu'ils se posèrent sur le paquet dans les bras de Martha, ils se radoucirent, emplis d'un soulagement évident. « Vous avez notre enfant » dit-il. Ce n'était pas une question ni une accusation, juste une affirmation de fait. « Je l'ai trouvé »
Un bébé mourant dans la neige, répondit calmement Martha. Je l'ai ramené à l'intérieur. Son nom est Winter Rose. L'homme acquiesça lentement. Nous savons, nous avons observé durant la nuit. Nous avons vu vos soins. La simple déclaration de l'homme frappa Martha plus fort que n'importe quel remerciement élaboré. Ils avaient observé, ils l'avaient vu se déplacer avec Rose, la nourrir, lui chanter des berceuses dans les heures les plus sombres avant l'aube. Allez-vous, commença Martha, ne sachant pas comment poser la question. Voulez-vous qu'elle revienne? Le grand-père resta silencieux un moment, étudiant le visage de Martha avec la même intensité que Rose l'avait fait. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix portait un poids, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Winter Rose voyageait avec sa mère pour rendre visite à de la famille lorsque l'attaque a eu lieu. Des hommes blancs à la recherche de chevaux. Sa mère a caché l'enfant dans la neige et a attiré les attaquants loin d'elle. Nous avons trouvé le corps de la mère hier matin. Nous avons cherché Winter Rose depuis le début de la tempête. Martha ferma les yeux, sentant toute la tragédie s'abattre sur elle. Rose n'avait pas seulement été séparée de sa famille. Elle était orpheline, sa mère morte dans un acte de sacrifice héroïque. Je suis désolé, murmura Martha, je suis tellement désolé pour votre perte. Le grand-père acquiesça. Sa mère était courageuse. Elle est morte en protégeant ce qui comptait le plus. Et maintenant, que va-t-il se passer? Demanda Martha. Maintenant, nous devons décider ce qui est le mieux pour Winter Rose. Elle est la dernière de sa lignée par sa mère, mais elle est très jeune, et c'est l'hiver, et notre camp est loin d'ici. Martha comprit ce qu'il ne disait pas directement. Emmener un bébé de 3 mois dans un long voyage par des conditions hivernales était dangereux, voire fatal. Et si, commença Martha, puis s'arrêta, effrayée de formuler la possibilité qui commençait à se former dans son esprit, et si elle restait avec vous jusqu'au printemps. Le grand-père termina sa phrase, jusqu'à ce qu'elle soit plus forte et que le voyage soit plus sûr. Martha acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Le grand-père observa ses compagnons, et Martha les vit échanger des regards discrets et des gestes subtils. Lorsqu'il revint vers elle, son expression avait changé, passant de l'évaluation prudente à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Vous feriez cela, prendre soin de notre enfant comme si c'était la vôtre? Demanda-t-il. Oui, répondit Martha sans hésitation. Et au printemps, vous la laisserez retourner chez son peuple. Cette question était plus difficile, mais Martha se força à répondre honnêtement. Si c'est ce qui est le mieux pour elle, oui. Le grand-père l'étudia encore un moment, puis retourna auprès des autres cavaliers. Martha les observa discuter dans leur langue, voyant la manière respectueuse dont les plus jeunes se rangeaient à l'avis du plus âgé. Enfin, le grand-père revint se placer et parla à nouveau. Nous ferons notre camp dans la vallée au-delà de la crête. Assez près pour savoir que Winter Rose est en sécurité. Assez loin pour ne pas causer de problème à votre porte. Martha ressentit à la fois du soulagement et de la terreur à l'idée de la responsabilité qui lui était imposée. Je prendrai bien soin d'elle, dit-elle. Nous savons, répondit le grand-père. Vos actions nous ont déjà montré votre cœur. Lorsque les cavaliers se préparèrent à partir, le grand-père sortit un petit paquet de sa sacoche et s'avança pour le poser sur la marche du porche de Martha. Pour Winter Rose, expliqua-t-il, des choses qui lui appartiennent à elle, pour qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. Martha ramassa le paquet, ressentant le poids de l'histoire et de l'amour qui y était enveloppé. Merci, dit-elle simplement. Le grand-père monta sur son cheval et se tourna une dernière fois vers Martha. Dans notre langue, dit-il, nous avons un mot pour celui qui sauve un enfant qui n'est pas le sien. Enaweinki, cela signifie celui qui se fait mère par l'amour, pas par le sang. Il posa sa main sur son cœur, puis fit un geste vers Martha et Rose. Enawinka, répéta-t-il, vous êtes Winter Rose, Enawinka. Alors que les cavaliers disparaissaient dans la forêt, Martha se tenait sur son porche, tenant Rose et le paquet des biens de sa mère, ressentant le poids du nom qu'on venait de lui attribuer. À l'intérieur de la cabane, Martha déballa le paquet en cuir avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait un petit bracelet en perles, une paire de mocassins en miniature que Rose porterait un jour, et un morceau de peau de cerf douce, peint avec des symboles que Martha ne reconnaissait pas, mais qu'elle comprenait d'une manière étrange. Ce sont ces objets qui apprendront à Rose qui elle est, d'où elle vient, et ce que sa mère avait voulu qu'elle devienne. Pour l'instant,
Il suffisait que Rose soit au chaud, nourrie et de plus en plus forte chaque jour. Il suffisait qu'elle soit en sécurité. Il suffisait que son grand-père lui fasse confiance pour la garder en sécurité. Martha se laissa retomber dans le fauteuil à bascule avec Rose dans les bras. Et pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle commença à planifier un avenir qui allait au-delà de la simple survie. Dehors, la neige commença à tomber à nouveau. Mais à l'intérieur de la cabane de Martha, deux cœurs qui s'étaient trouvés dans la tempête continuaient de battre à l'unisson, marquant le temps jusqu'à ce que le printemps apporte de nouveaux défis et de nouveaux choix. 3 semaines passèrent avant que Martha fasse son premier voyage en ville depuis qu'elle avait trouvé Rose. Elle savait dès qu'elle entra dans le magasin général de McDonald's que dans les petites communautés, la nouvelle voyage vite, surtout lorsqu'il s'agissait d'une situation aussi inhabituelle qu'une veuve blanche s'occupant d'un bébé Lakota. La conversation qui bourdonnait dans le magasin se tut instantanément lorsqu'elle entra, portant Rose. Elle avait enveloppé l'enfant dans des couvertures de couleur neutre, espérant éviter une reconnaissance immédiate de ses origines. Mais il y avait certaines choses que même les tissus ne pouvaient dissimuler. Rose avait grandi au cours des semaines depuis que Martha l'avait trouvée. Ses joues creuses s'étaient remplies, sa respiration s'était renforcée, et ses yeux sombres et alertes suivaient désormais les visages avec l'attention concentrée d'un enfant qui apprend à distinguer ami de l'inconnu. « Eh bien, je suis bien surpris », lança une voix venant de l'arrière du magasin. Ezra Hutchins, un homme dont le talent pour répandre des nouvelles était égal à son don pour rendre chaque histoire plus dramatique qu'elle ne l'était, s'exclama « Martha Caldwell a un bébé indien ». Martha sentit tous les regards se tourner vers elle et Rose. Elle vit exactement le moment où la curiosité polie se transforma en quelque chose de plus dur et plus dangereux. « Maintenant, Ezra » dit Martha d'une voix calme, tout en ajustant Rose dans ses bras pour qu'elle soit plus confortable. « Voici Rose. Elle vit avec moi. Vivre avec vous, » intervint Mrs. Eleanor Finch, la femme du prédicateur, qui s'avança avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Comme c'est charitable de votre part, Martha. D'où vient-elle, exactement ?» Martha avait préparé sa réponse à cette question, mais l'entendre poser à voix haute, devant tant de témoins, lui fit réaliser à quel point sa réponse serait incomplète. La vérité soulèverait des questions sur ses contacts avec les Lakota auxquels elle n'était pas prête à répondre. « Je l'ai trouvée pendant la grosse tempête », répondit-elle en restant proche de la vérité. « Quelqu'un l'a laissée près de chez moi. Je ne pouvais pas laisser un bébé mourir de froid. »« Quoi, la laisser ?» s'étonna Tom McDonald, le propriétaire du magasin, dont le ton devenait plus prudent. « Les Indiens ne laissent pas leurs bébés traîner, Martha. Ils s'occupent des leurs. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé un enfant qui avait besoin d'aide, et je lui ai donné cette aide, » répondit Martha, sa voix devenant légèrement plus ferme. « De la même manière que je m'occupe de n'importe quel bébé, peu importe qui sont ses parents. » Elle commença à se diriger vers le comptoir, déterminée à accomplir ses achats et partir rapidement, lorsque la voix d'Ezra perça à travers la tension comme une lame rouillée. « Bien sûr, certains pourraient se demander si vous n'avez pas volé ce bébé vous-même, Martha, » lança-t-il. Certains pourraient penser qu'une veuve solitaire ferait des choses désespérées pour remplir une maison vide. L'accusation frappa Martha comme un coup physique. Elle se tourna lentement pour faire face à Ezra, Rose, toujours dans ses bras, et quand elle parla, sa voix était glaciale. « Ezra Hutchins, si tu suggères une seule fois que je volerai un enfant à quiconque pour quelque raison que ce soit, tu vas regretter le jour où tu as appris à parler. » On est bien clair. Le courage d'Ezra faiblit sous la froideur de Martha, mais il n'était pas prêt à céder totalement. « Je dis juste ce que d'autres pourraient penser, Martha. Fréquenter des Indiens, élever l'un de leurs bébés comme le vôtre. » Les murmures autour de se turent lorsque Martha leva la main pour faire savoir que la conversation était terminée. « Mes loyautés, dit-elle fermement, sont envers ce qui est juste. Si cela trouble le sommeil de quiconque, ils sont libres de m'en parler directement. » Elle termina ses achats dans un silence tendu, consciente que chaque mouvement qu'elle faisait était enregistré, et que chaque mot qu'elle prononçait serait répété plus tard. Lorsqu'elle sortit enfin du magasin, Rose endormie paisiblement contre son épaule, Martha sentit le poids de plusieurs regards peser sur elle alors qu'elle traversait la rue. Le trajet de retour vers sa cabane donna à Martha le temps de réfléchir à ce qui venait de se passer et à ce que cela pourrait signifier. Cedar Falls n'était pas une grande ville,
mais elle était connectée au réseau plus vaste des colonies et des autorités territoriales qui gouvernaient cette partie du Wyoming. La nouvelle de sa situation se répandrait, et tout le monde n'y réagirait pas aussi tranquillement que les commerçants et fermiers qu'elle avait rencontrés aujourd'hui. Elle lutta encore avec ses préoccupations lorsqu'elle arriva au sommet de la colline menant à sa propriété et aperçut 3 chevaux attachés à sa clôture, avec 3 hommes assis sur son porche comme s'ils en étaient les propriétaires. Martha reconnut 2 d'entre eux immédiatement. Le shérif William Crawford, qui était plutôt respectable quand il était sobre, mais qui savait dans quel sens soufflaient les vents politiques. Le second homme était le lieutenant James Morrison de Fort McKinney, un jeune homme sérieux, convaincu que la discipline militaire pouvait résoudre n'importe quel problème à condition d'appliquer la force nécessaire. Le troisième était un inconnu, mais ses vêtements coûteux et son apparence soigneusement soignée marquaient clairement qu'il venait de l'Est, possiblement avec des connexions avec le gouvernement territorial. Martha s'approcha de sa propre maison avec la sensation étrange qu'elle marchait dans un piège, mais elle garda son expression neutre et la position de Rose relaxée. « Messieurs, dit-elle, descendant lentement de cheval, qu'est-ce qui vous amène sur ma propriété ?» Le shérif Crawford se leva, enlevant son chapeau dans un geste qui semblait plus être une excuse pour ce qui allait arriver. « Martha, nous devons parler de ce bébé, dit-il. « Rose d'or, répondit Martha, je préférerais ne pas la déranger si ce n'est pas nécessaire. »« Je crains que ce soit nécessaire, » dit l'inconnu en s'avançant. Il portait un air d'autorité, comme s'il attendait qu'on lui rende hommage immédiatement. « Je m'appelle Charles Whitman, je suis représentant du Bureau des Affaires indiennes, et je suis ici pour discuter de la garde illégale d'un enfant amérindien. » Le cœur de Martha s'emballa, mais elle maintint une voix calme. « Je ne comprends pas ce que vous entendez par « garde illégale », monsieur Whitman. J'ai trouvé un bébé mourant et je lui ai sauvé la vie. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. » Le sourire de Whitman était mince et bureaucratique. « Madame Caldwell, je suis sûr que vos intentions étaient admirables, mais vous gardez un enfant amérindien sans autorisation appropriée. Le bureau a des politiques concernant le placement des enfants indiens. Et quelles sont ces raisons ? » demanda Martha, en déplaçant Rose pour qu'elle soit plus confortable tout en gardant les 2 mains libres si nécessaire. « La civilisation, Madame Caldwell. L'éducation, la possibilité de grandir comme un membre productif de la société américaine, plutôt que comme un sauvage vivant dans un tipi. » Le lieutenant Morrison acquiesça d'un signe de tête. « Il existe d'excellentes installations à l'Est, Madame Caldwell. Des écoles spécifiquement conçues pour éduquer les enfants amérindiens selon les valeurs américaines appropriées. » Martha avait entendu parler de ces écoles. Des histoires murmurées par d'autres colons. Des récits d'enfants enlevés à leur famille et interdits de parler leur propre langue. Punis pour avoir pratiqué leurs coutumes, enseignés à avoir honte de tout ce qui faisait d'eux ce qu'ils étaient. « Rose reste avec moi, » dit fermement Martha. « Sa famille sait où elle est. Ils sont à l'aise avec l'arrangement. » Le regard de Whitman se durcit. « Madame Caldwell, vous semblez être sous l'impression que vous avez le choix dans cette affaire. Vous n'en avez pas. L'enfant appartient au gouvernement des États-Unis en vertu de sa race et de ses circonstances. »« Propriété, » s'écria Martha, la voix qui tremblait de colère. « C'est un bébé, monsieur Whitman. Un être humain, pas une propriété. Elle est indienne, » répondit Whitman froidement. « Et les Indiens sont des pupilles du gouvernement fédéral. La loi est claire. » Le shérif Crawford se sentit mal à l'aise. « Charles, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout légaliser, » dit-il. « Martha prend bien soin de l'enfant. » Le shérif Crawford, intervint Whitman, « cette affaire dépasse votre juridiction. L'enfant sera transporté à l'école industrielle Carrill en Pennsylvanie. » Martha sentit le monde vaciller sous ses pieds. Carrill, elle connaissait ce nom, c'était là que les enfants amérindiens étaient envoyés, et revenaient changer, s'ils revenaient. « Non, » dit Martha, sa voix devenue calme mais décidée. « Martha, vous êtes en train de commettre une grave infraction à la politique fédérale indienne. Vous pourriez être emprisonné, perdre vos biens, et être complètement ostracisé socialement. »« Ce n'est pas une question de politique fédérale, » répondit Martha. « Il s'agit de Rose. Et oui, monsieur Whitman, je risquerai tout pour elle, parce que c'est ce que l'on fait pour la famille. » Le lieutenant Morrison s'avança, sa main se posant calmement sur son arme de côté. « Madame Caldwell, s'il vous plaît,
Ne rendez pas cela plus difficile que nécessaire. Nous avons l'autorité de prendre l'enfant par la force. Martha observa les 3 hommes autour d'elle, réalisant qu'elle était face au même choix que son mari lorsqu'il avait dû faire face à la coulée de pierre. Combattre une bataille qu'elle ne pourrait pas gagner ou trouver une autre manière de protéger ce qui comptait le plus. Messieurs, dit-elle lentement, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir avant de prendre une décision finale sur l'avenir de Rose. Quoi? Demanda Whitman, l'impatience dans la voix. Martha sourit, et il y avait quelque chose dans son expression qui fit reculer les 3 hommes d'un pas inconscient. Vous êtes observés. Whitman regarda autour de lui, nerveusement. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que le grand-père de Rose et plusieurs de ses guerriers campent dans la vallée au-delà de cette crête depuis 3 semaines maintenant. Ils savent qu'elle est ici. Ils savent qu'elle est en sécurité et ils sont très intéressés à s'assurer qu'elle y reste. La main du lieutenant Morrison se déplaça lentement vers son arme. Est-ce que vous nous menacez, Madame Caldwell? Demanda-t-il, mais la tension dans sa voix était palpable. Je vous informe, répondit Martha calmement. Vous pouvez essayer de prendre Rose de force, mais sachez qu'en le faisant, vous provoquerez exactement le genre de troubles indiens que le gouvernement territorial essaie d'éviter. Le shérif Crawford fit un pas en avant, l'arme tirée mais pointée vers le sol. Madame Caldwell, vous ne sous-entendez tout de même pas qu'il y a une bande de guerre qui se trouve dehors. Je dis que les gens de Rose se soucient de ce qui lui arrive, répondit Martha. Et ils ont clairement fait savoir qu'ils surveillent la situation de très près. Les 3 hommes échangèrent des regards et Martha vit les calculs se faire dans leurs yeux. La gloire d'appliquer la politique fédérale indienne semblait beaucoup moins attrayante lorsqu'elle venait avec le risque de provoquer un conflit. Très bien, dit finalement Whitman. Je vais envoyer un télégramme à Washington pour obtenir des éclaircissements. Mais Madame Caldwell, comprenez que ce n'est qu'un retard temporaire. Je comprends, répondit Martha. Et j'espère que Washington comprendra la situation à laquelle ils font face ici. Après leur départ, Martha s'assit sur son porche, Rose dans ses bras, observant les ombres de l'après-midi s'allonger. Elle avait gagné du temps, mais à quel prix? Maintenant, elle était engagée dans une histoire qui pourrait ou non être vraie, pariant leur sécurité à toutes les deux sur l'hypothèse que les Lakota étaient toujours à proximité et prêts à protéger Rose. Plus importante encore, elle s'était déclarée publiquement comme une personne prête à défier l'autorité fédérale pour protéger un enfant indigène. La nouvelle de cette défiance se propagerait, et tout le monde n'y réagirait pas avec bienveillance. Alors qu'elle regardait Rose, qui commençait à s'agiter dans ses bras, Martha se rendit compte qu'elle venait de faire un choix. Et elle serait prête à le défendre contre tout ce que le monde pourrait lui lancer. 2 jours après la confrontation avec Whitman et ses compagnons, Martha se réveilla pour trouver une seule plume d'aigle placée soigneusement sur la rampe de son porche, le fût pointant vers la vallée où le grand-père de Rose était campé. Le message était clair. Nous sommes là, nous observons, et nous nous souvenons de nos promesses. Martha avait parié sur la présence continue des gens de Rose lorsqu'elle avait fait ses affirmations audacieuses aux fonctionnaires fédéraux. Mais voir la preuve physique de leur proximité la remplit à la fois de soulagement et d'une anxiété renouvelée. Si les Lakota étaient encore là après presque un mois, cela signifiait qu'ils prenaient leur rôle de gardiens de Rose très au sérieux. Elle réfléchissait à ses implications tout en nourrissant Rose le matin lorsque le bruit d'une charrette s'approcha. Par la fenêtre, elle aperçut le docteur Samuel Harrison qui descendait de son buggy, son sac médical à la main et une expression de professionnalisme déterminé sur son visage marqué par les années. Le docteur Harrison faisait partie des rares personnes à Cedar Falls dont l'opinion importait véritablement pour Martha. Il avait soigné Thomas pendant sa maladie terminale, montrant à la fois compétence et compassion, et il ne traitait jamais Martha avec le paternalisme condescendant que d'autres hommes réservaient aux veuves. Martha, appela le docteur Harrison en ouvrant la porte. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette visite impromptue. J'étais dans les environs et j'ai pensé vérifier comment vous alliez, ainsi que l'enfant. C'était une fiction polie. La pratique du docteur Harrison était centrée à Cedar Falls, à 20 milles d'ici, mais Martha appréciait le geste de maintenir les convenances sociales. Bien sûr, docteur, entrez. Le docteur Harrison entra et remarqua immédiatement Rose, qui était assise, soutenue par des oreillers sur le lit de Martha, jouant avec des blocs en bois que Martha avait sculptés pour son divertissement. L'enfant leva les yeux vers l'inconnu avec la curiosité habituelle,
ne montrant aucune crainte que l'on pourrait attendre d'un bébé négligé. Voici Rose, dit Martha en soulevant l'enfant pour la tenir de manière naturelle. Rose, voici le docteur Harrison. C'est un ami. Le docteur Harrison s'avança lentement, tendant un doigt que Rose saisit immédiatement, ce qui provoqua un sourire chez le médecin. Elle est magnifique, Martha, et clairement épanouie sous vos soins. Merci, répondit Martha, un flush de fierté maternelle montant sur ses joues. Elle devient plus forte chaque jour. Le docteur Harrison commença un examen minutieux, vérifiant les réflexes de Rose, écoutant sa respiration, testant ses réactions à différents stimuli. Tout au long de ce processus, il maintint un commentaire continu, clairement destiné autant à informer Martha qu'à faire son propre enregistrement médical. Tonus musculaire excelle, bonne coloration, alerte et réactive. Le poids semble tout à fait dans la norme pour son âge. Il s'arrêta et la regarda directement. Ce que vous faites semble marcher remarquablement bien. Je traite simplement Rose comme tout autre bébé, répondit Martha. Je la garde au chaud, nourrie, propre, je lui parle, je joue avec elle, les mêmes choses que ferait n'importe quelle mère. En effet, dit le docteur Harrison en terminant son examen. Il posa Rose délicatement sur le lit où elle reprit immédiatement son jeu. Je ne vais pas vous insulter en prétendant que cette visite est purement sociale, commença-t-il. Il y a eu des discussions considérables en ville au sujet de votre situation ici. J'imagine que cela ne m'étonne pas, répondit Martha. Certaines de ces discussions sont parvenues à des gens en position d'autorité, ajouta le docteur Harrison en baissant la voix. Des gens qui s'inquiètent des implications de votre garde d'un enfant amérindien. Martha se tendit légèrement. Quelles implications ? Demanda-t-elle. Le docteur Harrison se tut un instant, étudiant Rose avec l'attention d'un professionnel qui faisait une évaluation difficile. Lorsqu'il parla, sa voix portait le poids de décennies de pratique médicale. Martha, j'ai pratiqué la médecine dans cette frontière pendant 23 ans. J'ai livré des bébés dans des tipis, dans des cabanes en bois, j'ai soigné des blessures par balles infligées tant par des soldats que par des guerriers Lakota, et j'ai vu des maladies tuer des enfants, peu importe la couleur de leur peau. Pendant tout ce temps, j'ai appris qu'il n'y a que deux choses qui comptent réellement lorsqu'il s'agit de soigner des enfants. La compétence et l'amour. Il désigna Rose, qui avait réussi à empiler 2 blocs l'un sur l'autre, et les regardait avec une satisfaction évidente. Cet enfant montre tous les signes de recevoir ces 2 choses en abondance. Elle est en bonne santé, heureuse et se développe normalement. Plus importante encore, elle est clairement attachée à vous d'une manière qui montre qu'elle se sent en sécurité et aimée. Martha ressentit une vague de gratitude envers cet homme qui était prêt à dire la vérité, même si elle allait à l'encontre de l'opinion publique. Cependant, le docteur Harrison poursuivit. Mais Martha, ajouta-t-il après une pause, vous devez comprendre que la médecine n'est pas le seul facteur à prendre en compte dans cette affaire. Il y a des enjeux légaux, des préoccupations politiques, et des pressions sociales qui vont bien au-delà de mes compétences. Martha hocha la tête lentement, prenant une profonde inspiration avant de répondre. Si je vous demandais de mettre votre avis médical par écrit, le feriez-vous ? Le docteur Harrison resta silencieux un moment, pesant les risques professionnels et personnels de prendre une position publique sur une question aussi controversée. Enfin, il hocha la tête. Oui, je le ferai. Mais Martha, vous devez comprendre qu'un avis médical, aussi fermement exprimé soit-il, ne suffira peut-être pas à contrer les autres forces en jeu ici. Avant que Martha ne puisse répondre, ils furent interrompus par le bruit de plusieurs chevaux approchant à toute vitesse. Par la fenêtre, Martha aperçut un groupe de cavaliers qui se dirigeaient rapidement vers sa propriété. Ce n'était pas l'approche mesurée de fonctionnaires en mission, mais le rythme urgent de gens répondant à une situation d'urgence. Le docteur Harrison s'approcha de la fenêtre à côté de Martha, et ils observèrent ensemble, impuissants, les cavaliers qui se rapprochaient. Elle les reconnut bientôt. 6 cavaliers s'arrêtèrent près de la clôture de Martha. Elle en reconnut la plupart. Le shérif Crawford, le lieutenant Morrison, 2 soldats de Fort McKinney, et 2 civils vêtus de manière coûteuse, indiquant qu'ils étaient des représentants du gouvernement. Des ennuis, murmura le docteur Harrison. Martha souleva Rose du lit, l'enveloppant dans une couverture douce et la tenant fermement contre son cœur. Quoi que cela soit, murmura-t-elle,
Je veux que l'enfant se sente aussi en sécurité que possible. Le bruit d'un coup sec à la porte les interrompit. Madame Caldwell appela une voix autoritaire du dehors. Le lieutenant Morrison, ouvrez immédiatement. Martha échappa un regard au docteur Harrison qui se plaça près d'elle, prêt à soutenir ses décisions. Elle avança alors lentement vers la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Cria-t-elle à travers la porte fermée. Nous avons de nouveaux ordres concernant l'enfant indien, Madame Caldwell. Ouvrez la porte afin que nous puissions en discuter. Martha ouvrit la porte, mais resta sur le seuil, Roe toujours dans ses bras. La vue du bébé sembla galvaniser les hommes devant elle, et Martha les vit ajuster leur position comme s'ils se préparaient à une résistance. Madame Caldwell, dit l'un des civils en s'avançant. Je suis James Mitchell, assistant du gouverneur territorial. Je suis ici pour résoudre la situation concernant la garde illégale de cet enfant amérindien. Il n'y avait aucune douceur dans ses paroles. Martha sentit la tension monter dans l'air. Il n'y a rien d'illégal dans le fait de s'occuper d'un bébé orphelin, répondit calmement Martha. Il y en a quand cet enfant est gardé en dépit de la politique fédérale, répliqua Mitchell froidement. Madame Caldwell, vous avez eu amplement le temps de vous conformer aux demandes légales de restitution de l'enfant. Votre refus continu constitue un obstacle à l'autorité fédérale. Le docteur Harrison s'avança légèrement, se positionnant de manière à ce que sa présence soit manifeste. Messieurs, j'ai fait un examen complet de cet enfant, dit-il avec calme, mais fermeté. Elle est en parfaite santé et reçoit les soins appropriés. D'un point de vue médical, perturber son placement actuel serait non seulement inutile, mais potentiellement nuisible. Docteur Harrison, répondit Mitchell avec dédain. Les considérations médicales ne sont pas la question ici. Il s'agit de la loi et de la politique. Martha observa la scène, son cœur battant la chamade. Ce qui se passait ici allait bien au-delà de son simple désir de protéger Rose. Il s'agissait maintenant d'un affrontement entre la loi et l'humanité. Le shérif Crawford se leva, son fusil toujours pointé vers le sol, mais ses yeux remplis de doute. Messieurs, je crois que vous sous-estimez ce que cela implique d'enlever un enfant, surtout un bébé. Nous parlons ici d'une femme qui a pris soin d'elle, une femme qui est une voisine de longue date. Le regard de Mitchell se durcit, mais il se tourna vers le lieutenant Morrison, qui avait déjà dégainé son arme et faisait un geste pour se rapprocher. Madame Caldwell, nous avons l'autorité de retirer l'enfant de force, si nécessaire, dit-il. Lieutenant Morrison d'une voix ferme. Ne rendez pas cette situation plus difficile que ce qu'elle doit être. Martha se tenait sur le seuil de sa porte, les yeux fixés sur les hommes, son regard devenu aussi tranchant qu'une lame. Elle ne voulait pas de violence, mais elle savait qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger Rose. Tout à coup, un bruit de sabots s'éleva au loin, suivi d'une agitation dans la neige. Des chevaux approchaient rapidement, plusieurs groupes se dirigeant vers la cabane. C'était le son que Martha espérait entendre. Les hommes à l'extérieur se figèrent, et les regards de tous se tournèrent vers la lisière des arbres. La première silhouette à apparaître fut celle du grand-père de Rose, chevauchant son cheval Pie. Derrière lui, une vingtaine de guerriers Lakota apparurent, émergeant des bois dans un silence militaire, leur présence imposante, mais sans agressivité manifeste. Les hommes de la Fédération semblaient déstabilisés par cette apparition soudaine. Le grand-père de Rose, vêtu de sa tenue traditionnelle de guerre, son visage peint et un fusil sur son cheval, s'avança jusqu'à la porte de la cabane, sans menace mais avec une autorité indéniable. Il leva la main et tous les cavaliers s'arrêtèrent en un seul mouvement, créant un cercle autour de la propriété de Martha, une sorte de barrière tranquille mais irrévocable. Nous sommes venus chercher Winter Rose, dit le grand-père de Rose, sa voix résonnant clairement à travers la neige silencieuse. Le lieutenant Morrison, les yeux pleins de défi, leva son arme et la pointa vaguement dans leur direction. Vous êtes en infraction, dit-il d'une voix tremblante. Dégagez immédiatement. Le grand-père de Rose tourna son regard vers le lieutenant Morrison avec un calme glacé, sans répondre à l'insulte. Ses yeux, néanmoins, firent trembler l'homme. Monsieur, dit-il lentement, nous ne sommes pas en guerre. Nous protégeons simplement notre enfant. Le shérif Crawford, inquiet et pâle, se tourna vers les autres hommes. Martha, vous ne voulez pas aller trop loin dans cette affaire. Vous êtes sur le point de provoquer quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Le grand-père de Rose se tourna de nouveau vers Martha,
la fixant avec une attention totale. « Enawinka, dit-il, l'appelant d'un nom qu'elle avait appris à apprécier. Nous avons observé, nous avons attendu. Maintenant, nous sommes venus. Martha sentit la pression monter. Le vent soufflait fort, mais à cet instant, elle savait que c'était son moment. La bataille n'était pas seulement celle d'un bébé à sauver, mais celle de la dignité humaine, du respect des peuples, et de la justice. Elle leva la tête, la voix ferme et pleine de conviction. Tout ce que je sais, commença-t-elle en regardant les hommes derrière elle, c'est que cet enfant est en sécurité ici. Et personne ne va la prendre tant que je vivrai. Les hommes de la fédération semblaient hésiter, les regards échangeant des signes d'incertitude et de peur. Les guerriers Lakota, silencieux et impassibles, restaient immobiles autour de la cabane, créant une pression palpable qui pesait sur l'atmosphère. Le grand-père de Rose fit un léger geste vers eux, et les cavaliers reculèrent d'un pas, leur posture toujours imposante, mais sans menace immédiate. Le lieutenant Morrison, les mains légèrement tremblantes, abaissa lentement son arme, mais il ne détournait pas le regard de la scène qui se déroulait devant lui. L'inconfort se lisait sur son visage. Le shérif Crawford, d'un ton bas, s'approcha de Martha, ses yeux scrutant la situation avec une nervosité croissante. « Martha, dit-il d'une voix grave, ce n'est plus une simple affaire locale. Le gouvernement fédéral pourrait intervenir, et cela pourrait dégénérer en quelque chose que personne ici ne veut. » Martha se tourna vers lui, son regard brillant d'une détermination inébranlable. « Je comprends les conséquences, William. Mais ce que vous et les autres devez comprendre, c'est que ce bébé est un être humain. Peu importe d'où il vient ou ce que le gouvernement veut faire de lui. Rose est ici, et je ne la laisserai pas partir. » Le grand-père de Rose s'avança lentement, son regard toujours fixé sur Martha. Il parla d'une voix calme, mais pleine de sagesse. « Nous savons que Winter Rose est en sécurité ici, dit-il. Et nous savons que vous l'aimez, Enawinka. Mais, elle appartient à son peuple. Nous devons la reprendre. Il est temps pour elle de retourner à sa communauté. » Le grand-père s'arrêta un instant, puis ajouta doucement. « Vous nous avez montré votre cœur, mais Rose doit apprendre la vérité sur qui elle est. Elle doit revenir parmi les siens. » Martha ferma les yeux, le cœur lourd. Elle savait que cette décision, aussi importante qu'elle fût, ne se résumerait pas à un simple choix entre deux options. C'était une question de culture, de famille, de survie, et peut-être même de réconciliation entre deux mondes. Elle baissa doucement son regard sur Rose, qui, dans ses bras, avait les yeux ouverts et semblait les observer, comme si elle comprenait la gravité de l'instant. « Je comprends, » murmura Martha, sa voix brisée par l'émotion. « Je vous laisserai la garder, si c'est ce qui est le mieux pour elle. Mais je vous demande une chose, laissez-la revenir ici, après. Laissez-moi lui montrer qu'elle a des racines ici aussi. » Le grand-père de Rose la regarda un moment, puis tourna la tête vers ses guerriers, qui observaient, silencieux mais prêts à agir. Il fit un geste à son groupe et, d'un mouvement fluide, les guerriers se mirent en place pour préparer le départ. « Nous respecterons vos souhaits, Enawinka, » dit le grand-père d'une voix calme. « Mais la route sera longue, et le chemin difficile. Winter Rose doit apprendre à connaître ses racines et à grandir dans son propre monde. Nous reviendrons pour elle, lorsque le printemps arrivera. » Martha sentit un poids se lever de ses épaules, mais l'incertitude et la tristesse ne quittèrent pas son cœur. Elle savait qu'elle venait de prendre une décision qui changerait à jamais le cours de la vie de Rose, mais elle savait aussi que c'était la bonne chose à faire. Les guerriers commencèrent à se rassembler autour du grand-père de Rose, préparant leurs chevaux pour le départ. Le grand-père s'avança vers Martha une dernière fois, ses yeux remplis de respect. « Vous nous avez montré ce que signifie l'amour véritable, Enawinka, » dit-il d'un ton grave. « Nous ne l'oublierons jamais. Rose grandira dans son peuple, mais nous n'oublierons jamais la femme qui l'a sauvée. » Martha hocha la tête, les yeux remplis de larmes qu'elle n'avait pas voulu laisser couler. Elle se pencha doucement pour embrasser le sommet de la tête de Rose, qui était maintenant éveillée, fixant les hommes autour d'elle avec un regard curieux. « Allez, Rose, » murmura Martha en lui caressant doucement la joue. « Tu vas apprendre beaucoup de choses, et je suis fier de toi, peu importe où tu iras. » Le grand-père se retourna vers les autres cavaliers, et un à un, ils commencèrent à monter à cheval, leurs silhouettes se détachant contre la neige qui tombait doucement. Le grand-père de Rose fit un dernier geste vers Martha,
Puis il tourna son cheval et se mit en marche, suivi par les autres guerriers. Martha se tenait là, sur le porche de sa cabane, les bras toujours autour de Rose, tandis que les cavaliers disparaissaient dans la forêt, leurs sabots s'enfonçant dans la neige épaisse. Les jours suivants furent remplis d'une étrange tranquillité. Le printemps approchait, lentement, mais les échos de la confrontation restaient dans l'air. Martha savait que ce n'était qu'une pause avant que la situation ne se réchauffe à nouveau, mais pour l'instant, Rose était en sécurité. Un matin, environ une semaine après le départ des Lakota, Martha se leva pour constater que la neige fondait enfin. Le sol était encore gelé dans certains endroits, mais les premiers signes du printemps émergeaient doucement. Elle se rendit dans la cour et aperçut une silhouette au loin. C'était le grand-père de Rose. Il s'approcha de la cabane, son regard toujours aussi perçant. Il descendit de cheval et se dirigea vers Martha. « Je suis venu chercher Winter Rose », dit-il simplement. Martha sentit une bouffée de chaleur dans son cœur, mais une peur légère se mêlait à l'incertitude. « Elle va bien ?» répondit Martha d'une voix calme. « Elle est ici, et elle va grandir dans un endroit où elle peut être les deux, Lakota et américaine. » Le grand-père la regarda attentivement, puis sourit lentement. « Oui, je le sais, » dit-il en hochant la tête. « Je savais que vous trouveriez un moyen pour qu'elle apprenne les deux mondes. » Elle a l'air de comprendre cela déjà. Martha fixa le grand-père de Rose avec une intensité nouvelle, sentant la lourdeur de l'histoire et des responsabilités qui pesaient sur elle. Elle serra Rose contre son sein, consciente que cette décision était plus qu'un simple choix. Elle allait façonner l'avenir de cet enfant, mais aussi l'avenir de ceux qui l'avaient sauvé. Elle grandira ici, dit Martha d'une voix plus assurée, avec l'amour de deux mondes. Et un jour, elle pourra choisir celui qu'elle veut suivre, ou elle pourra marcher sur les deux chemins, comme elle l'a toujours fait. Le grand-père la regarda en silence pendant un long moment, puis son visage se radoucit, un sourire chaleureux illuminant son regard. Il s'approcha lentement de Martha et posa une main sur son épaule. « Vous avez fait plus que ce que j'aurais espéré, Enawinka, » dit-il avec une tendresse évidente. « Vous avez montré à tout le monde que l'amour ne connaît pas de frontières. Et pour cela, vous avez gagné non seulement le respect des siens, mais aussi un endroit dans nos cœurs. » Martha sentit un poids se soulever de ses épaules. Le grand-père de Rose, les guerriers Lakota, et même la communauté de Cedar Falls avaient vu l'effort de son cœur et de son âme. Elle n'avait pas seulement sauvé un bébé, mais elle avait aidé à transformer l'histoire de deux peuples. « Merci », murmura Martha, sa voix pleine de gratitude et de soulagement. « Je n'ai jamais voulu que tout cela soit facile. Mais je savais qu'aucune autre option n'était juste. Rose est votre fille dans le cœur, Martha Caldwell. Et vous êtes sa mère dans tous les sens du terme, » répondit le grand-père avec douceur. À ce moment-là, Martha sentit qu'une porte s'était ouverte, non seulement pour Rose, mais aussi pour elle. Elle avait pris une décision difficile, une décision qui changerait tout. Mais elle savait qu'elle avait fait la bonne chose. Rose était en sécurité et aimée, et c'était tout ce qui comptait. Le grand-père se redressa et monta sur son cheval, suivi de ses guerriers qui commençaient à se préparer à repartir. « Nous reviendrons, pour voir comment elle grandit, » dit-il en tournant la tête vers Martha. « Nous serons toujours là, à vos côtés, pour veiller sur elle. » Martha les regarda partir, le cœur lourd mais rempli d'une nouvelle compréhension. Elle avait maintenant une famille qui s'étendait au-delà des frontières de sa cabane et de son propre héritage. Un lien s'était formé entre elle, la communauté Lakota, et Rose, un lien plus fort que tout ce que le monde extérieur pourrait imposer. Les mois passèrent et la neige se transforma en fleurs, puis en chaleur. Le printemps arriva lentement, et avec lui, la promesse de nouveaux commencements. Martha observa Rose grandir avec une énergie joyeuse, ses pas devenant de plus en plus assurés, ses premiers mots s'échappant comme des chansons entre deux mondes. Les visites du grand-père de Rose et des anciens Lakota se firent plus régulières. Chaque fois qu'ils arrivaient, Rose semblait comprendre de mieux en mieux l'importance de ses racines. Elle apprenait les chansons, les danses et les histoires de son peuple, tout en s'imprégnant des coutumes et de l'anglais qu'elle entendait autour d'elle. Martha se rendit compte qu'elle n'élevait pas seulement un enfant, mais qu'elle participait à la construction d'une identité complexe. Rose grandirait entre deux cultures, entre deux peuples qui avaient été en guerre pendant des générations. Et, comme le grand-père de Rose l'avait dit, elle porterait la responsabilité de cette double appartenance.
Un jour, alors que Martha et Rose se promenaient près de la rivière, un groupe de voisins arriva en ville. Ils avaient appris ce que Martha avait fait, ce qu'elle avait osé faire en élevant un enfant amérindien, et leur voix commençait à se faire entendre. La tension monta encore une fois dans la petite communauté. Les murmures et les jugements se faisaient de plus en plus bruyants, mais Martha savait que son combat n'était pas terminé. Elle se rendit compte que l'amour seul ne suffirait pas à briser les barrières de la peur et de la haine. Elle avait fait ce qu'elle croyait juste, mais elle allait devoir défendre son choix et protéger Rose à chaque instant. La route serait longue, mais l'amour qu'elle portait à l'enfant qu'elle avait sauvé, l'enfant qu'elle appelait maintenant sa fille, était inébranlable. Les jours de calme étaient entrecoupés de moments où Martha se tenait fermement dans son rôle, apprenant à naviguer entre les attentes de la société et ses propres convictions. Elle savait que cette bataille ne faisait que commencer. Mais elle avait aussi une certitude. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle se tiendrait prête. Car l'amour que Martha et Rose partageaient était un amour qui ne se plierait pas, un amour que personne ne pourrait briser. Le temps passa, et malgré les défis, une chose resta constante, l'amour entre Martha et Rose. C'était un amour qui transcendait les frontières de la culture, de la race et du passé. Martha savait que, même si l'histoire de Rose était encore jeune, elle serait pleine de courage et de force, tout comme elle. Au fil des années, les visites des Lakota devinrent plus fréquentes, et leur relation avec Martha se transforma en quelque chose de profond et respecté. Rose apprit les langues des deux mondes, et elle devint un pont vivant entre des cultures autrefois séparées par la peur et la haine. Elle ne savait pas encore que son existence, son simple être, était une déclaration que l'humanité pouvait surmonter ses différences, qu'un jour, des vies pourraient être unies par l'amour plutôt que par les murs du passé. Quand Martha mourut à l'âge de 78 ans, sa cérémonie funéraire fut un événement unique. Des gens de tous horizons, des tribus, des voisins blancs et des anciens de la communauté Lakota, vinrent rendre hommage à la femme qui, par son acte de bonté, avait forgé un lien entre deux mondes. Ce jour-là, Martha Caldwell fut honorée non seulement comme une héroïne, mais aussi comme une mère, une femme dont le cœur s'était étendu au-delà des frontières physiques et culturelles. Rose, désormais adulte, se tenait près de la tombe de la femme qui l'avait sauvée, lui offrant un hommage silencieux. Elle savait que Martha l'avait préparée à ce moment à être forte dans ces deux mondes, à être fière de ses racines Lakota et de son héritage. Américain. Vous m'avez appris à aimer, à vivre et à donner, murmura Rose, les larmes roulant doucement sur ses joues. Et c'est à travers vous que j'ai appris que l'amour est plus fort que tout. Les enfants de Rose, dans les générations à venir, continueraient de raconter l'histoire de cette femme courageuse et de la petite fille qui avait survécu à un blizzard. Leur héritage ne serait pas celui de la séparation, mais de l'unité. Ils vivraient dans un monde où la compassion, l'amour et la tolérance l'emportaient sur la peur et la haine. Et ainsi, l'histoire de Winter Rose et de Martha Caldwell continuerait d'inspirer des générations, prouvant qu'une seule personne, guidée par l'amour, pouvait changer non seulement le destin d'un enfant, mais celui de deux peuples.